bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une longue absence et je m'en excuse encore une fois, mais comme vous l'avez deviné, donc avec les vacances d'été, les voyages, la famille, les visites, c'est vrai que j'ai été assez occupée et là pour le coup j'ai réussi à me libérer pour vous tourner une vidéo où justement on va continuer sur la thématique voyage. J'espère que vous avez aimé et apprécié ma playlist sur l'Albanie et aujourd'hui on continue cette fois-ci. Alors on va partir très loin sur des îles du type tropical et on va partir dans les Canaries parce que comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, nous sommes partis dans les Canaries avec mon copain pendant une semaine. Un voyage vraiment inoubliable et incroyable que j'aimerais vous partager dans cette première vidéo puisque oui, il y aura aussi une playlist spéciale sur les Canaries. Avant de commencer cette vidéo, donc déjà je tenais à féliciter tous ceux et celles d'entre vous qui étudient, qui auraient passé leur année scolaire, qui sont à présent en vacances et j'espère que vous allez pouvoir vous reposer et profiter du beau temps et de votre famille et de vos amis. Et on commence donc maintenant. Alors donc dans cette première vidéo, comme j'avais fait pour l'Albanie, je vais vous parler de mon voyage vraiment tel quel, c'est-à-dire de tout ce que l'on a pu visiter et explorer au cours de notre séjour. Et dans une autre vidéo, je vais essayer plutôt d'analyser un petit peu les îles Canaries, de vous donner des curiosités et des faits assez surprenants sur ce territoire espagnol. Donc, pour vous expliquer, nous sommes partis du mercredi au lundi. Alors moi, j'avais réalisé ma réservation beaucoup de temps en avance d'ailleurs. Bon, là encore, vous le savez, mais je ne peux que vous recommander d'en faire tout autant. Plus tôt vous réserverez et plus vous aurez de chances d'avoir accès à des prix assez abordables, surtout quand vous souhaitez voyager en été et en période assez forte, donc juillet et août. Donc moi j'avais réservé début mars, donc pour vous dire avec 4 mois d'avance et j'avais réservé sur le site Voyage Privé. C'était la première fois que je passais par là, on me l'avait recommandé. Et alors ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo de voyage privé, est-ce que je vous le recommande ou pas, les points forts, les points faibles. En tout cas voilà, donc j'étais passée par là, ce qui fait qu'on avait déjà un voyage un petit peu tout organisé. Et donc on savait qu'on allait être dans 2 hôtels différents, le deuxième hôtel, le dernier jour de notre voyage. Et on avait aussi les vols et les bagages de payer. Nous sommes partis donc le mercredi 2 juillet. Alors on est parti en voiture, donc ça je vous recommande si votre aéroport est assez loin, que vous avez une voiture, ça peut parfois être plus rentable de laisser votre voiture à l'aéroport. Nous on a payé 36 € pour la laisser pas très loin de l'aéroport de Madrid pour pratiquement une semaine puisque c'était du mercredi au lundi, donc c'était pour 6 jours. Et autant dire que ça nous est revenu plus rentable que de prendre le bus qui allait de Burgos à Madrid qui coûte 25 €, donc ça faisait 100 € pour tous les deux aller-retour, c'était beaucoup plus cher. Donc nous avons laissé la voiture là-bas, nous avons pris l'avion donc le mercredi qui est un vol vraiment très court en fait, Madrid-Tenerife, puisque du coup nous sommes allés sur la plus grande île des Canaries qui est Tenerife. Et il faut savoir donc qu'à Tenerife, vous avez 2 aéroports qui sont vraiment aux 2 extrémités de l'île. Vous avez l'aéroport Tenerife Nord qui est près de la capitale Santa Cruz de Tenerife et vous avez l'aéroport Tenerife Sud. Donc nous on était à Tenerife Nord, le vol dure à peu près 3 heures, mais quand vous pensez que vous avez quand même une grosse partie de l'Atlantique à traverser, moi j'ai trouvé que c'était pas très long. Et du coup on est arrivé là-bas, alors on est arrivé, c'était il me semble vers 4 heures, parce qu'avec le décalage horaire, enfin le changement d'heure dans les Canaries où vous enlevez 1 heure, on a été gagnant au final, puisque du coup nous sommes arrivés 1 heure plus tôt que si on était sur la péninsule.
Et la première chose qu'on a fait, donc ça a été récupérer les clés de la voiture, puisque oui, qui dit aller sur une île, dit louer une voiture. Bon, l'expérience de la voiture, ça aussi je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, ça serait assez long et il y aurait beaucoup de choses à dire sur la voiture qu'on a louée. Pour vous dire, on a eu pas mal de pépins aussi, mais donc on a réservé, bon j'avais réservé, ça c'est le seul truc que j'avais réservé à part, une Polo, enfin c'était type Polo, Volkswagen ou équivalent, au final on a eu Polo, on était plutôt contents. Donc on a récupéré les clés, alors la compagnie c'était Avis, budget, enfin du moins budget et Avis qui sont plutôt de la même entreprise de ce que j'ai compris. Pour s'y rendre, alors il a fallu, ça a été compliqué parce qu'en fait on pouvait pas y aller à pied, donc c'est la propre compagnie qui a envoyé un véhicule pour nous amener jusqu'à la voiture qu'on devait récupérer. Donc ça n'a pas été très simple. On est arrivé là-bas, on a récupéré les clés, on est allé à l'hôtel qui se trouvait à peu près 40 minutes à Los Realejos, qui est une zone, on va dire, au nord, enfin centrique, mais tout au nord. Et donc nous sommes allés jusque là-bas et autant vous dire qu'on est arrivé très fatigué, on s'est reposé. Je me souviens qu'on s'est réveillé, il était déjà un peu plus de 20h, donc là directement l'heure de dîner. Donc nous pour l'hôtel on était en semi-régime, enfin semi-pension. Donc on avait petit déjeuner et dîner d'inclus. Donc on est allé dîner, le buffet est vraiment superbe. Bon ça aussi je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, en fait la première journée on n'a pas fait grand chose. Ça a été vraiment dîner et ensuite alors j'avais envie quand même de faire une petite promenade. Donc on a pris la voiture et on est allé jusqu'à une vue panoramique qui n'était pas très loin, à peu près 5 minutes en voiture. Et on s'est promené, on a vu un petit peu la mer, mais pas beaucoup plus, l'océan pardon. Et après donc ça a été repos et le lendemain c'est là que réellement a commencé notre voyage. Sachez que j'avais préparé un planning à l'avance, donc vraiment on avait tout de prévu, même si bon voilà c'était pas absolument le respecter au pied de la lettre. Mais donc tout était vraiment carré, organisé pour qu'au moins on soit sûr que tous les jours on sache plus ou moins ce qu'on peut faire. Premier jour de voyage, donc le jeudi 3 juillet. Alors ce premier jour ça a été un petit peu la visite des villages très célèbres sur l'île. Parce que oui, autant vous dire qu'à Tenerife, il y a énormément de choses à voir et pour moi c'était très important, non seulement pour gagner du temps, mais aussi pour gagner du carburant, d'éviter des allers-retours un petit peu stupides et de bien s'organiser pour que finalement chaque jour on puisse visiter une zone de l'île sans avoir à faire des détours inutiles. Ça c'était vraiment l'idée, d'où l'importance, et là c'est mon deuxième conseil de la journée. Quand vous voyagez, n'hésitez pas à planifier votre voyage quand vous savez que vous allez vous déplacer en transport. Ça évitera peut-être des allers-retours, des détours inutiles. Et donc ce jour-là, on a visité en fait tout le nord de l'île. On est allé en fait du plus près jusqu'à la pointe ouest, nord-ouest de l'île. Et on a fait donc plusieurs villages comme je vous disais. Donc on a commencé par Ico de Los Vinos. Et là donc on a fait deux visites très importantes, à savoir donc celle du Drago Milenario, qui est donc comme son nom l'indique en fait, en français ça serait l'arbre, le dragon millénaire. Il s'agit donc de l'un des arbres, je pense l'arbre le plus vieux de l'île, qui d'après les estimations aurait entre 1000 et 2000 ans et qui s'appelle dragon parce qu'en fait, déjà par sa forme, donc je vous montrerai des photos, et aussi de par sa sève qui en fait au contact devient couleur rouge sang, et donc finalement on a donné ce caractère mythique à cet arbre pour son aspect. Et sachez donc que c'est un arbre, une espèce d'arbre qui est très répandu sur l'île, même si évidemment vous allez en trouver beaucoup qui vont peut-être avoir une centaine d'années tout au plus, pas en tout cas 1000 ans. Donc ça c'était la première visite qu'on a faite. Alors il y avait aussi une petite grotte, il y avait beaucoup de végétation, vraiment c'était super sympa.
Et ensuite on est allé à la Casa del Plátano, la maison de la banane. Et donc là il s'agissait en fait d'un musée rattaché à une plantation bananière. Sachez là aussi qu'il y en a énormément dans les Canaries et surtout au nord de Tenerife, donc on était en plein dedans. J'ai aussi essayé de prendre en photo vraiment les plantations bananières qu'on avait à perte de vue sur la route, mais vraiment c'est impressionnant. Vous êtes là-bas et vous dites ok, là je suis plus vraiment en Espagne ou en France, je suis carrément sur un autre territoire, un autre continent. Donc un musée qui est très intéressant, qui nous a permis d'en savoir beaucoup sur la banane des Canaries, que je pense que beaucoup d'entre vous mangent sans réellement savoir qu'elle vient des Canaries. D'ailleurs, autant vous dire que la goûter là-bas sur place, c'était délicieux, elle est très sucrée, très très bonne. On a ensuite visité donc la plantation bananière, alors c'est une petite plantation, mais c'était quand même sympathique. On nous a donc offert une banane en dégustation, et pour vous dire, j'avais payé cette visite 5 €. Pour les visites, moi généralement c'est Get Your Guide et Civitatis, sans faire de publicité, c'est quand même les deux applications que je vous recommande pour réserver des voyages, des visites. Donc voilà, après on a continué, alors on est allé donc à un autre village où en fait on n'est pas resté très longtemps, on a juste fait un petit tour, donc ça je passe un peu. Par contre la prochaine étape qui était la pointe nord-ouest de l'île, là on s'est arrêté un peu plus longtemps, qui s'appelle Buenavista del Norte, et là donc on a été jusqu'au phare de Buenavista del Norte qui est assez connu. On a fait une promenade sur la falaise, donc vraiment la côte qui était magnifique, où on avait une vue sur des vagues énormes, il y avait aussi des geckos énormes. C'est la première fois de ma vie que j'en voyais des aussi grands, je vous montrerai aussi en photo. On s'est arrêté pour manger, on a mangé, alors c'était dans un local vénézuélien. On a mangé des arepas, donc là aussi je vous montrerai les photos, c'était très bon, mais alors c'était pas cher mais beaucoup trop à manger. Et je me souviens qu'on s'est ramené avec une arepa qui est restée au moins 2 jours dans le frigo. Mais bref, c'est un détail, donc c'était très bon. Et après, une fois qu'on a terminé de manger, on est reparti, du coup, parce qu'il fallait bien quand même rentrer, se rapprocher de l'hôtel. Donc on est reparti. On s'est arrêté à l'hôtel pour se rafraîchir un peu et récupérer quelques affaires, se changer. Et ensuite, donc on est parti un peu plus à l'est, mais on s'est pas beaucoup éloigné. On est allé dans un autre village très connu qui s'appelle La Orotava, qui est connu en particulier pour, alors surtout son centre qui est très beau, très coloré, donc je vous montrerai aussi des photos, et pour ses maisons de type colonial. Et on en a visité une qui s'appelle La Casa de los Balcones, la maison des balcons, qui coûte, alors l'entrée coûte, je crois que c'est quelque chose comme 7-8 €. J'ai trouvé ça cher sincèrement pour ce que c'était, parce qu'au fond c'est juste une maison que vous visitez, enfin c'est pas très grand, et en plus donc c'était une maison de 2 étages, mais on n'avait pas accès au dernier étage, donc j'ai trouvé ça quand même un peu cher, mais je vous le recommande malgré tout, parce que vous avez vraiment, ça vous donne une idée des maisons de type colonial, de comment elles étaient, des patios intérieurs, et aussi des équipements de l'époque finalement, donc c'est quand même une visite intéressante. Et une fois qu'on a terminé cette visite, on est allé, alors on est juste passé en fait dans une boutique qui était aussi une maison de type colonial, où un monsieur très gentil et un peu âgé vendait des œuvres d'art en fait qu'il avait lui-même peint, donc c'était un peintre. Et d'ailleurs, j'oublierai jamais que ce gentil monsieur égyptien nous a dit que dans 3 ans, quand on se mariera, si c'est vrai qu'on se mariera, eh bien qu'on retourne du coup dans sa boutique et qu'il nous offrira un tableau. Donc ça m'a vraiment émue. Enfin, ce monsieur était très gentil. Pour vous dire, je sais pas si tous les artistes sont comme ça, je voudrais pas généraliser, mais il avait vraiment une vision des choses qui était... Enfin, c'est vraiment un homme très sincère qui analyse beaucoup les gens, et juste en nous voyant et juste en discutant un peu avec nous, il était capable de deviner des choses sur nous qu'on se dit mais comment il a fait. Donc vraiment ça a été une conversation que je pense que j'oublierai pas, vraiment très très bonne.
Après ça, donc c'est là qu'on est parti du coup dans le centre du village et après quoi on est allé à la plage parce qu'évidemment on ne pouvait pas être sur une île sans passer au moins une après-midi parce que tous les jours il fallait quand même un petit moment à la plage. Et donc on est allé à la plage, alors cette plage s'appelait El Bolullo et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle se trouvait dans la zone du Rincón. Alors c'était pas très loin du Puerto de la Cruz qui est une zone très connue à Tenerife pour vous donner une idée. Et ça a été la première plage de ma vie avec du sable noir que vous aviez sur les pieds, sur les mains. Pour vous dire, les vagues étaient tellement hautes qu'en fait on n'avait pas vraiment le droit de se baigner et d'ailleurs c'était même trop risqué. En plus l'eau était assez froide, mais ça a été quand même très marrant de voir comment avec la marée qui montait, des fois on se prenait des vagues toutes petites et des fois elles me venaient sur la tête. Bon, ça a été une bonne expérience et pour vous dire une plage qui a été difficile d'accès, alors là aussi je vous parlerai du périple pour arriver sur cette plage dans une autre vidéo parce que ça rejoint les problèmes qu'on a eu avec la voiture, mais en prenant ces précautions je vous recommande d'y aller parce qu'elle était quand même super. Deuxième journée, le vendredi 4 juillet. Alors ce jour-là, c'est simple, ça a été journée à la capitale puisque évidemment, être à Tenerife signifie quand même voir Santa Cruz de Tenerife. Donc nous sommes allés à la capitale. Pour se garer, ça a été un petit peu l'enfer, mais du coup voilà, j'ai dit clairement à mon copain, on va pas se prendre la tête à tourner en rond comme ça, donc on est allé directement dans un parking, au final qui n'était pas si cher, il me semble que l'heure coûte à peu près 1,50 €, et en fait ce parking, je pense même qu'il s'appelait Plaza España, donc qui était vraiment dans le cœur du centre-ville de Santa Cruz, donc pour vous dire, c'était pas si cher pour la localisation. Donc on a laissé la voiture vraiment un bon bout de temps, en fait toute la matinée, et on en a profité pour visiter les lieux les plus emblématiques de la capitale que j'avais déjà répertoriés. Donc vous aviez le château San Cristóbal. Il faut savoir que ce château, en fait, il n'en reste plus rien aujourd'hui. C'est juste un musée gratuit qui se trouve, alors pour vous dire, l'accès est pas si bien indiqué en fait. C'est un accès souterrain. Et il me semble que vous avez juste une petite entrée qu'on voit pas très bien et vous avez donc ce musée souterrain qui est assez petit avec simplement une vue sur des canons et des explications sur ce qui s'est passé. Si je me dis pas de bêtises, donc c'était une bataille qui avait eu lieu entre du coup la population locale et les Anglais, les pirates qui avaient voulu envahir l'île. Donc voilà, en tout cas très intéressant. Après quoi, alors qu'est-ce qu'on avait fait après? Après donc bon, déjà on a fait un petit peu un tour dans le centre-ville. Donc on a vu la grande fontaine qui se trouve dans le centre-ville. On a vu aussi, alors on est allé dans une petite boutique acheter un très joli souvenir. Un beau magnète de Tenerife. Alors il faut savoir que de base c'était pas du tout le magnète que j'avais l'intention d'acheter, mais j'étais partie sur un autre complètement différent en forme de carte postale et le monsieur m'a dit qu'il en avait d'autres avec comme du sable qu'ils avaient voulu représenter et j'ai trouvé ça trop joli parce qu'en plus du coup, si vous voyez bien, je sais pas si vous voyez, mais le sable noir est brillant. Et en plus, le sable noir, ça m'a rappelé justement la première plage qu'on avait faite. Donc j'ai trouvé ça trop joli et je crois qu'il nous a coûté 3 € ou peut-être un peu moins. Enfin moins. Pour une boutique qui était en plein centre-ville, ça allait encore, j'ai trouvé au niveau du prix. Bon, c'est ce que j'avais payé en Albanie. Et donc voilà, donc après on est allé direction, alors là c'était beaucoup plus loin, je pense qu'on a marché un bon 20 minutes pour aller au musée du carnaval qui était un musée gratuit qu'on m'avait beaucoup recommandé, enfin qu'on nous avait recommandé sur YouTube. Et franchement ce musée était super sympa, j'avais jamais visité un musée du carnaval et c'est comme ça qu'on a su que les Canaries du coup avaient l'un des festivals les plus importants de carnaval. Bon, évidemment après le Brésil, je crois qu'il y avait Venise aussi, mais en tout cas les Canaries ils ont un groupe quand même qui est dans le top
Donc c'est vraiment super intéressant. On a vu aussi les reines du carnaval, comment elles étaient vêtues avec des très longues robes, enfin, c'était super beau. Donc une visite que je vous recommande, en plus c'est gratuit, ça fait pas de mal. Après quoi, donc on est allé, alors je vous avoue qu'il commençait à faire chaud à ce moment-là, on est allé du coup dans les jardins qui s'appelaient, alors je me souviens plus le nom, je vous le remettrai. On est allé dans un grand jardin en fait, un jardin avec une fontaine, voilà, simplement un petit tour. Et après quoi, nous sommes partis, alors ce qu'on avait le plus hâte de faire, El Parque Marítimo César Manrique. Le parc maritime de César Manrique, qui est donc en fait une grande piscine municipale, entre guillemets, enfin non, pas municipale, mais une grande piscine, vous en aviez 3. Dont l'entrée coûte 7,50 €. Je l'avais réservé en ligne parce que j'avais peur quand même que ce soit complet. Et franchement, c'était super bien. Vraiment, c'est le truc à faire. Donc le parc se trouve juste à côté de l'auditorium et du... alors vous avez aussi le Palmétarium, il me semble qu'il s'appelle, à côté. Vous avez donc un grand parking pour vous garer qui est gratuit. Donc là-dessus, c'était pas très compliqué. Et vous avez aussi des services de restauration, donc nous on avait mangé sur place. Et bon bah il n'y a pas grand chose à dire au final. La particularité c'est que vous avez 3 grandes piscines qui se trouvent vraiment à côté de l'océan. Donc vous avez une très petite distance qui les sépare. Alors vous ne pouvez pas accéder à l'océan, vous avez quand même une séparation. Mais si vous vous promenez le long de la piscine, tout au fond vous pourrez avoir une très belle vue sur la mer. Et c'est marrant parce que du coup si vous êtes de l'autre côté, c'est l'inverse, vous avez vu sur les gratte-ciel, sur la ville, le contraste assez étonnant, mais vraiment moi j'ai trouvé que le paysage était sublime et c'était super agréable d'être là-bas. Donc vraiment je vous recommande énormément. Nous en fait on est resté là-bas quasiment toute l'après-midi, on a mangé une glace et après on est allé quand même aussi à une plage alors c'est une plage qui se trouve vraiment pas loin du tout du parc maritime et on reste dans la capitale, une plage qui est assez populaire, je pense qu'elle était à peu près à 25 minutes, qui s'appelait la Playa de las Teresitas. Là donc on est sur une plage classique, on pourrait s'attendre à la mer Méditerranée, voilà, assez chaude, pas beaucoup de vagues, pas beaucoup d'algues, donc ça a été agréable. Le problème, c'est que quand on a voulu se poser sur la plage, il y avait beaucoup de vent, le sable nous rentrait dans les yeux et au final, arrivé un moment, on a dit bon, on rentre à l'hôtel parce qu'on était quand même à 1 heure de l'hôtel. Il fallait aussi dîner parce qu'on avait le buffet et des horaires à respecter, donc on n'est pas resté très longtemps. Et c'est sur cela que s'est terminée du coup notre journée du vendredi. Alors le samedi, ça a été journée, on va dire plutôt exploration, randonnée. Nous sommes allés au parc rural Anaga, qui est une très grande réserve naturelle qui occupe une grosse partie de la partie est de l'île. Et nous, alors on est allé, autant vous dire, à la zone, malheureusement, parce que oui, vous allez voir, malheureusement la plus populaire, qui était, alors je me souviens plus le nom du mirador, mais c'était en fait le premier mirador qui apparaissait, qui était à l'entrée du parc rural. Pour vous dire, on a attendu une demi-heure pour essayer d'avoir une place. Il y avait une file de voitures qui attendait derrière nous pour un parking minuscule. Ça a été mission impossible. Donc au final, on a fait demi-tour. On n'a pas pu faire la randonnée qu'on souhaitait faire. On est finalement allé à un autre mirador qui s'appelait El Pico Inglés, enfin le pic anglais, qui est, je pense, l'un des points les plus élevés du parc rural. Et finalement, on n'a pas été déçus parce que littéralement, on était dans les nuages. La température avait chuté, c'était très humide, il y avait presque des gouttes d'eau qui tombaient, de l'humidité, et on était littéralement dans les nuages. Ce qui fait qu'on était dans des hauteurs extrêmes, et pourtant c'est dommage quelque part, mais du coup vu qu'on était en plein dans les nuages, on ne voyait pas ce qu'il y avait autour de nous en bas, mais c'était quand même impressionnant. Donc vraiment, ça sentait, on respirait, mais cet air pur, frais, qui n'est pas contaminé. Vraiment, c'est un truc à faire, surtout pour ceux qui sont passionnés de la nature. On a quand même au final réussi à faire une autre randonnée, mais il n'y avait pas vraiment de tour, ou alors le tour était très long, donc ça a été simplement un aller et repartir en arrière.
mais on a eu quand même une vue sur cette végétation vierge, sauvage, pure. Vraiment, ça a été sublime. Et après quoi, donc nous sommes partis vers La Laguna, qui est, je pense, après la capitale, l'une des villes les plus importantes de l'île, en tout cas les plus peuplées, qui justement est très proche de la capitale. Donc là-bas, on n'est pas resté très longtemps, on est juste allé au Mirador, qui nous permettait d'avoir accès au... alors on avait vu sur la capitale, pour vous dire, on avait vu sur l'auditorium, et on avait aussi une vue sur l'aéroport de Tenerife Nord. Après quoi, donc nous sommes allés plutôt vers le centre-ville, donc là on a visité la cathédrale, bon, assez simpliste, assez petite, mais jolie. Et après en fait ça a été faire un tour et aller manger dans un local, alors ce qu'ils appelaient les... Alors il y a un nom, je vous le mettrai, je suis désolée, j'ai oublié le nom de ces endroits assez typiques, enfin surtout de nourriture canarienne. Et là-bas, donc j'ai pu goûter la tortilla, donc l'omelette canarienne, qui évidemment, on s'en doute bien, contenait des bananes. Alors en fait, c'était une omelette à base de pommes de terre, de bananes et de sirop. Alors ça ressemblait un peu à du sirop d'érable. Je vous avoue qu'au début ça m'a plu, sauf que alors déjà l'omelette était énorme, c'était impossible pour moi de la manger toute seule. Et j'ai pas été si fan que ça finalement, pour vous dire la vérité. Enfin, tous les ingrédients à part sont bons, mais j'ai juste un peu de mal avec le mélange sucré-salé. Le problème c'est que la banane canarienne elle est tellement sucrée que ça me faisait très bizarre pour mon palais d'avoir ce sucre et à côté le salé, la pomme de terre. Moi j'ai du mal avec ce mélange et surtout ils mettent énormément de sirop d'érable. Donc bon, au final, je l'ai partagé avec mon copain et après on a pris un arroz a la cubana, donc un riz à la cubaine. En fait c'était du riz avec un œuf au plat, une banane frite et de la saucisse. Donc voilà, on a mangé ça et après au final, alors ça a été recherche d'un chapeau parce que littéralement mon crâne brûlait tellement il faisait chaud à ce moment-là. Donc ça a été recherche d'un chapeau que j'ai finalement pu trouver et après quoi on est parti carrément, alors là dans le sud, enfin plutôt on va dire le sud-est de l'île vers Güímar, alors Malpaís de Güímar exactement, et nous avons visité les pyramides de Güímar qui étaient vraiment sublimes. Moi j'ai adoré cette visite, alors je vous avoue que ça a été une visite chère. Je crois qu'on a payé... Alors je pourrais plus vous dire exactement combien on a payé chacun. Je crois que c'était quelque chose comme 13 € ou quelque chose comme ça. Enfin, je trouve que c'était assez cher l'entrée, mais au final ça valait le coup quand même de le faire. C'était vraiment super. On est resté un bon 2 heures au moins. Parce que du coup, donc c'est une visite en fait, on va dire d'un musée qui vous remonte à l'époque des indigènes de l'Amérique du Sud, il me semble, Amérique du Sud, et en fait on vous explique un peu donc l'histoire de la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, des navires qui étaient utilisés, vous avez des sculptures, vous avez des peintures et évidemment donc qui sont en lien avec l'histoire des pyramides, puisque donc la thématique c'était, enfin la problématique c'était de savoir s'il existait des ponts culturels entre la population européenne et la population indigène avant la supposée découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. L'idée que finalement les indigènes auraient pu déjà entreprendre un voyage en bateau pour découvrir l'Europe, puisqu'on a vu qu'il existait beaucoup de liens entre l'art des indigènes, ou plutôt oui leur art, leurs coutumes et celles des Européens, et notamment à travers les pyramides. Donc c'était super intéressant. Et bien entendu, vous avez aussi une vue sur des pyramides qui ne sont pas les pyramides de l'Égypte, mais qui sont aussi très intéressantes pour, voilà, en fait, qui sont une manière de se remettre en question et de se dire mais comment ils ont pu faire ça, comment ils ont pu poser ces pierres comme ça, symétriques, bien collées, si droites, si lisses.
à cette époque. Et donc vous aviez 6 pyramides, vous aviez aussi une vidéo projetée toutes les heures qui était super mais super intéressante aussi sur justement la possible existence de ponts culturels aussi entre les Européens et les indigènes, vraiment dans une salle un peu du type cinéma. Et vous avez aussi un jardin botanique avec des espèces, alors vous aviez des cactus, vous aviez aussi les dragos, les fameux dragos dont je vous parlais. Bref, on a vu plein de choses, c'était super intéressant. Vous avez aussi des poules, vous avez un peu tout. Donc vraiment super bien. Et après quoi, on est allé, alors là j'étais trop contente, on est allé dans ce qu'on appelait une piscine naturelle, c'est-à-dire une piscine en fait qui est faite de l'eau de l'océan, puisqu'en fait vous aviez donc une zone qui avait été faite, enfin comme une piscine qui en fait donnait un petit accès à l'eau de l'océan, et c'était super bien parce que du coup vous n'aviez pas les grosses vagues de l'océan, l'eau était pas si froide que ça du coup, et c'était super agréable, vraiment super bien, vraiment c'était super, j'ai adoré ce moment. Incroyable, il y avait des crabes énormes, enfin vraiment on se serait dit en Amérique latine ou je sais pas dans un autre pays, mais du coup donc voilà, nous avons fait ça et c'est comme cela que s'est terminée notre journée. On passe du coup au dimanche. Alors le dimanche qui a été en réalité notre dernière grosse journée ou dernière journée complète à Tenerife. Alors le dimanche, donc je vous avoue que ça a été la journée la plus chargée parce que du coup on avait 2 réservations que j'avais déjà faites aussi il y a quelques temps. Donc le matin on avait une réservation pour une croisière pour voir les dauphins. Et le soir, on avait une autre réservation vers le volcan du Teide, qui est le 3e volcan le plus grand du monde après 2 volcans à Hawaï. Donc vraiment, ça, c'était la visite obligatoire. Alors, je vous raconterai tout ce qui s'est passé, mais on a eu de grosses embrouilles le matin pour aller à la croisière qui se trouvait à Los Cristianos, qui est vraiment une ville en plein dans le sud de l'île, donc vraiment on est sud-ouest. C'est d'ailleurs, je pense, un des endroits où il fait le plus chaud à Tenerife. Et un endroit qui est tellement touristique que c'était impossible de se garer. Mais bon, ça ce sera une autre histoire. En tout cas, donc on a fait cette croisière, on était super contents, super enthousiasmés. On était donc sur un voilier, un grand voilier, et on s'est quand même, je pense que c'est la première fois que je me suis autant éloignée dans l'océan. Je crois, alors de ce que j'ai compris, on a fait plus de 5 km, on s'est éloigné de plus de 5 km de la côte et on a pu voir des dauphins et des mini-baleines. Alors c'est une espèce très particulière qui ressemble beaucoup aux dauphins et je vous montrerai des photos. Il y avait beaucoup de vent et vraiment le voilier n'était pas du tout stable. Pour vous dire, moi qui d'habitude n'a pas le mal de mer, bah là je me suis pas sentie très bien. Mais en tout cas, ça a été une visite de 2 heures qui était quand même très agréable malgré la chaleur et le soleil qu'on avait contre la peau. Après quoi, donc là, on s'est dit non, on veut partir de là. Il y avait beaucoup trop de monde à Los Cristianos. Donc au final, on avait mangé avant de faire la croisière. Bon, ça a été mangé dans un fast-food, hein, rien de très particulier. Après quoi, on est retourné à la voiture et on est allé vers la Cala de las Tortugas. Donc là, c'était un spot, on était censé voir des tortues. Bon, nous, on n'a pas été réellement au spot, on a été à une plage à côté. Je vous avoue que la plage ne m'a pas énormément enthousiasmée. Vraiment, c'était une plage assez contaminée, il y avait beaucoup de bateaux, il y avait beaucoup d'algues, il y avait des cailloux énormes, des rochers à tel point que du coup j'avais dû récupérer. Heureusement, j'avais pensé à prendre des chaussures spéciales pour l'eau. Mon copain n'en avait pas, donc c'était un peu compliqué. Bon, après en s'éloignant, il n'y avait plus de rochers, mais c'était pas... J'ai pas énormément aimé cette plage, on va dire que c'était bien pour se rafraîchir un peu. On est resté très peu de temps parce qu'après il a fallu qu'on aille du coup dans notre 2e hôtel, comme je vous disais, on avait dû faire un changement.
vers le deuxième hôtel, récupérer les clés. Là aussi je vous raconterai, mais on a eu des problèmes avec cet hôtel. Bref, on a dû vite se changer et partir du coup pour notre deuxième réservation vers le volcan du Teide, où en fait on allait faire une randonnée de 2h30 de 21h à 23h30 avec un astrologue qui allait du coup nous expliquer les constellations et en même temps l'histoire du volcan du Teide et des roches volcaniques que l'on avait sous les pieds. C'était hyper intéressant, cet astrologue vraiment était tellement gentil. Enfin vraiment, j'en garde des souvenirs incroyables. En plus, on avait le droit à un coucher du soleil magnifique. Je vous montrerai plein de photos. Mais la zone du volcan du Teide, on se croirait à l'autre bout du monde. On se croirait aux États-Unis, dans le désert, là où il n'y a rien du tout. Ou même pire que ça, enfin vraiment, j'ai une photo de mon copain et on se croirait carrément sur la planète de Mars avec ses roches volcaniques rouges. C'est pour vous dire, c'était incroyable. Vous aviez des canyons, vous aviez donc cette vue que vous ne pouviez éviter du volcan absolument gigantesque et d'ailleurs qui est un volcan toujours en activité. Enfin vraiment, j'ai pas les mots, c'était incroyable. En plus on a eu, enfin moi j'ai trouvé qu'on avait de la chance parce que du coup la lune elle était presque pleine, elle éclairait notre chemin, même si en même temps elle nous empêchait de voir certaines étoiles. Mais le soir vous aviez une vue incroyable comme j'en ai jamais vu sur les constellations, avec en plus des petites anecdotes de l'astrologue. Enfin vraiment c'était passionnant. On a même eu le droit à la fin à une photo faite par l'astrologue avec du matériel professionnel, avec en arrière-plan le volcan que je vous montrerai. Enfin c'était juste incroyable. Même si pour y accéder ça n'a pas été facile, et ça je vous le dirai aussi dans une autre vidéo. Et voilà, on arrive déjà à la dernière journée, le lundi 6 juillet, et oui, parce que tout a une fin, et donc il était temps de partir, parce que voilà, il fallait bien quand même partir. Pardon, je me suis trompée, le lundi 7 juillet. Alors, on avait l'avion de prévu à 20h du soir, donc ça nous laissait en réalité du temps. Le matin, on est allé à Masca, qui est un village très connu aussi, mais vous imaginez bien, tout ce qui est connu signifie aussi qu'il y a énormément de monde. Donc là, pareil, on était censé aller dans ce village qui nous offrait en fait une vue panoramique sur les montagnes, la nature, enfin incroyable. Au final, on a dû aller un petit peu plus dans les hauteurs pour pouvoir avoir accès, déjà pour pouvoir garer la voiture avant tout, et pour avoir accès à une vue panoramique. Mais alors c'était à la fois très beau et assez compliqué parce qu'il y avait des bourrasques de vent énormes et d'un vent gelé qui fait qu'on est resté 5 minutes en réalité, et après on est reparti. Et on s'est dit que comme il y avait plus d'1 heure de route pour aller jusqu'à l'aéroport, on allait quand même se rapprocher de l'aéroport. Ce qui fait que finalement, ça n'était pas prévu du tout, mais la dernière journée, on est retourné plutôt du côté de la capitale. On n'a pas fait grand chose en fait, on est allé dans un centre commercial qui s'appelle, alors je vous mettrai le nom, c'était Meridiano, qui est le centre commercial le plus grand de Tenerife, donc en plein dans la capitale. On est allé là-bas, on a mangé aussi sur place, et un endroit qui s'appelait Texas Rips, qui était d'ailleurs assez bon. Après quoi, on est retourné vers la zone de l'auditorium, mais on est allé vers l'autre château que j'avais pas eu le temps de visiter la première fois. Alors c'est pas le château de San Cristobal, hein, c'était un autre château, j'ai encore oublié son nom, je vous mettrai le nom. C'est un château qu'on peut pas visiter à l'intérieur, mais qu'on peut quand même voir de l'extérieur. Donc on a fait un petit tour, on s'est rapproché de l'auditorium, de la plage, on a revu des gros crabes. Bon voilà, ça a été en fait rester un petit peu plus dans la capitale et finalement après rendre la voiture, retourner à l'aéroport, prendre l'avion, récupérer notre voiture ici et rentrer à 3h du matin. Mais voilà, finalement rien de très spécial pour la dernière journée.
Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolée, j'essaie quand même de faire au plus court et c'est toujours difficile pour ce genre de vidéo. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés, que vous avez appris des choses, que vous aurez envie de voyager dans les Canaries. Vraiment, on a l'intention d'y retourner, mais cette fois-ci sur une autre île, parce que vous en avez d'autres de très connus aussi, à part Tenerife, vous avez aussi Lanzarote, vous avez aussi Gran Canaria, donc on y pense peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, ça a été l'un, je pense, pour nous deux, le meilleur voyage qu'on a fait dans notre vie. Donc oui, ça vaut la peine d'y aller, d'y jeter un coup d'œil. En attendant, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette playlist spéciale Canaries. Ciao, ciao!